Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que l'échec en EPS? Quelles sont les causes et les conséquences? Quels sont les processus et les produits? Comment les élèves se sont-ils retrouvés dans cette spirale infernale de l'échec? Est-ce la faute de l'enseignant? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, on s'appuiera notamment sur les travaux d'Elisabeth Magendie et de Daniel Boutier. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. Pour répondre à ces questions, on s'appuiera sur l'étude d'Elisabeth Magendie et Daniel Boutier intitulée « L'expérience d'élèves en difficulté en EPS, analyse d'une activité mise en souffrance ». Créée en 2013, on remarque tout d'abord que la fin du titre est éloquent. Mise en souffrance, preuve d'un véritable sentiment de torture et de supplice vécu par certains élèves. Un plan permettra de mieux expliquer l'étude en lien avec notre questionnement. Un apport théorique sur l'impuissance apprise, l'expectation-valence et le rapport au savoir. Puis, une précision importante sur le protocole. Les résultats et notamment un éclairage de ce cercle vicieux sera mis en œuvre avec 3 indicateurs forts. Enfin, nous mettrons en évidence la place et le rôle de l'enseignant quant à cette mise en souffrance par l'échec. Et nous vous donnerons des pistes à suivre pour mobiliser ce concept dans vos copies d'écrit 2. Tout d'abord, qu'est-ce que l'impuissance apprise? L'impuissance apprise est, comme son nom l'indique, un sentiment d'impuissance permanent et général qui résulte du vécu. Ce sentiment est provoqué par le fait d'être plongé, de façon durable ou répétée, dans des situations en lesquelles l'individu ne peut agir et auxquelles il ne peut échapper. Autrement dit, l'impuissance apprise ne peut se détacher du vécu négatif antérieurement vécu. Plus vous avez vécu de moments où vous avez été sans ressources ni moyens, plus vous avez appris à être impuissant. Votre passé, et donc votre présent, deviennent un vecteur influençant votre sentiment. D'autre part, Atkinson en 1957 développe le modèle de l'expectation-valence afin d'éclairer le lien entre la réussite et la compétence perçue. Il suppose alors que plus l'individu se perçoit comme compétent dans l'activité, plus il se donne de chances de réussir. Et donc plus il va accorder de l'importance à l'activité et lui trouver de l'intérêt. Évidemment, à l'inverse, moins un élève se sent compétent, moins il s'engage et moins il réussit. Finalement, on retombe inconsciemment dans ce phénomène d'impuissance apprise. Car si l'élève ne réussit pas de manière continue et régulière, il apprend à être impuissant, car il n'a donc peu de ressources et pas de possibilité de recours. En outre, prenons le temps de faire un aparté sur le rapport au savoir. Le rapport est une relation, c'est-à-dire un lien qui se tisse avec quelque chose, ici le savoir. Dans le champ de l'EPS, le savoir est le produit de l'apprentissage, c'est-à-dire la motricité, les compétences, mais aussi les savoirs. Savoir, savoir-être et savoir-faire. Le savoir relève tout ce qui s'apprend. Ainsi, la relation que l'élève peut avoir avec le savoir est de plusieurs natures, et peut être autant un levier qu'une source d'empêchement de leur activité d'apprentissage. Elles font d'autant référence au milieu scolaire que social que personnel, et sont rattachées à 2 dimensions. Ce qui pousse l'élève à apprendre, ce qu'il sait de ses pouvoirs d'action et ce qu'il peut mobiliser. La relation avec les expériences antérieurement vécues impacte alors fondamentalement le vécu de cet échec, et la construction de l'impuissance apprise et du rapport à la situation, c'est-à-dire le savoir. Passons au protocole. Elisabeth Magendie et Daniel Boutier réalisent leur étude dans une séquence de volets. Les élèves observés sont des élèves en difficulté motrice. Peu de coordination motrice, pas de déplacement, des habilités motrices en cours d'acquisition, des frappes explosives, un comportement d'attente, etc. Mais le plus important à retenir dans ce protocole, c'est que les élèves sont en réussite scolaire. Ils sont issus d'un milieu social favorisé, ils aiment l'activité physique et font du sport en dehors de l'école. Mais ils ne réussissent pas en éducation physique et sportive, alors que de base ils le souhaiteraient. Je dis bien de base, car nous allons voir que, tout comme c'est le cas de la puissance apprise, que le fait de vivre des expériences négatives continues ne donne plus cette envie et cette volonté de réussir. Il importe par conséquent à ce niveau d'interroger l'activité mise en œuvre par l'enseignant, c'est-à-dire la façon dont il va concevoir et organiser ses dispositifs d'apprentissage, ainsi que celle dont il va réguler ces situations. Il s'agit alors de décrypter les processus qui, au sein même de la classe, participent à la fabrication de ces difficultés. Passons alors aux résultats. Magendie et Boutier mettent en évidence, sous la forme d'hypothèses explicatives, les processus qui sont en jeu dans l'échec de ces élèves. Tout d'abord, ils ne savent pas faire et aimeraient ne pas avoir à faire. En effet, les élèves sont persuadés d'être nuls en volley et ne peuvent par conséquent pas faire ce qu'on attend d'eux. Ainsi, faire du volley, c'est pour eux devoir faire ce qu'ils ne savent pas faire et donc être confrontés à l'impossibilité de réussir. D'autant plus que c'est une activité qu'ils n'ont plus envie de faire. Deuxième point, ils ne peuvent s'empêcher de faire. En difficulté depuis très longtemps, ils se sentent incompétents et surtout incapables d'envisager d'autres possibles. Sans aucun contrôle de leur activité, ils font ce qu'ils ne peuvent s'empêcher de faire, c'est-à-dire rester immobiles sans bouger ou bloquer un ballon, par exemple. Tout se passe comme si la réalité s'imposait à eux et qu'ils agissaient sans le vouloir. Troisième point, ils ne parviendront jamais à faire. On comprend dès lors qu'il soit vain pour eux d'essayer de changer le cours des choses. Rien ni personne ne pourrait y parvenir, pas même leur professeur. Il est par conséquent inutile de s'acharner. Ayant renoncé à progresser, ils se sont résignés à être ce qu'ils pensent être, c'est-à-dire des élèves considérés comme incompétents en volleyball, et qu'il est inutile de demander de faire ce qu'ils ne parviendront jamais à faire. Cinquième point,
Ils ne feront jamais comme les autres. Être des élèves en échec les rend différents des autres. C'est tout du moins de cette façon qu'ils se considèrent. Ils ne parviennent pas à faire comme les autres, c'est-à-dire à jouer au volley, et c'est par conséquent, pour eux, avoir aussi à accepter de ne pas pouvoir être comme les autres. Cinquième point, ils font pour ne pas être vus. Presque honteux de leur incompétence, ils ont le plus grand mal à affronter le regard d'autrui, et font tout, par conséquent, pour qu'on ne les voie pas. De là naît chez eux un sentiment d'exclusion vraisemblablement très douloureux, d'autant plus qu'il s'accompagne du sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Les élèves expriment à plusieurs reprises, et avec force, la difficulté qu'ils ont à supporter le regard des autres, leurs critiques, leurs moqueries, celles des garçons notamment, et les faux semblants dont ils disent être l'objet. Enfin, dernier point, ils aimeraient faire ailleurs sans les autres. Se cacher, chercher à disparaître les conduit à l'isolement, à l'évitement des autres et à imaginer d'autres possibles. Les élèves rêvent de ce qu'ils pourraient faire ailleurs, mais sans les autres. C'est ce qu'exprime par exemple Julien lorsqu'il se voit sur la vidéo, jouer seul avec son ballon tandis que les autres jouaient collectivement. Ainsi il se crée un cercle vicieux. L'élève qui ne réussit pas à de nombreuses reprises s'éloigne du savoir et de la compétence. Il adopte des postures qui le conduisent à l'éloignement des autres, volontairement ou involontairement, causées par soi-même ou par les autres, impactant alors son sentiment de compétence, sa compétence perçue, et décuplant un apprentissage d'impuissance. Les élèves s'estiment alors incompétents à force d'échecs répétés, et sont sûrs de ne pouvoir réaliser les tâches attendues. Du coup, ils se désintéressent, ne fournissent plus les efforts nécessaires et se désinvestissent. Mais les causes jusque-là mentionnées sont-elles les seules? Rappelons que ces élèves aiment bouger et pratiquent une activité physique en dehors de l'école. Comment s'est construit leur rapport avec le savoir? Pourquoi n'ont-ils jamais réussi une situation en EPS? Comment s'est brisée cette volonté? Est-ce que l'enseignant peut-il être en cause? Après avoir rendu compte des processus différenciateurs identifiés chez les deux élèves, notamment dans les dimensions du rapport au savoir, nous suggérons quelques hypothèses explicatives du côté de l'activité de l'enseignant, et notamment ces formes de pratiques qui sont proposées aux élèves. Ainsi, ne serait-ce pas la faute de l'enseignant? Plusieurs hypothèses sont alors expliquées par Elisabeth Magendie et Daniel Boutier. Tout d'abord sur le choix des contenus de l'enseignant. Ils constatent alors qu'à partir des 6 tâches d'apprentissage proposées au cours de la séquence d'enseignement, l'enseignant a proposé majoritairement des situations ludiques globales, au savoir difficilement identifiables. Or, si de telles situations prennent probablement plus de sens pour les élèves, il n'en est pas dit qu'elles soient pertinentes pour les élèves en difficulté. Elles ne permettent pas, en effet, de maintenir une relation féconde entre l'élève et le savoir. Et surtout, elles rendent difficile la mise en évidence des progrès qui sont souvent minimes et peu faciles à voir chez ces élèves en difficulté. D'autre part, les modalités de régulation de l'enseignant, c'est-à-dire sa manière d'apporter des feedbacks, ne sont jamais neutres. Si les élèves sont convaincus de leur incompétence en sport, c'est certes parce qu'ils en sont persuadés, notamment de ne pas avoir les aptitudes requises, mais c'est aussi parce qu'on leur a fait comprendre qu'il en était ainsi. L'enseignant, mais aussi les autres élèves de la classe, par leurs remarques et leurs comportements, ont influencé les perceptions que les élèves en difficulté avaient d'eux-mêmes. On s'imagine alors bien que les remarques désobligeantes et insultes que les élèves ont entre eux vont nuire à cette compétence perçue. Mais l'enseignant dans tout ça, eh bien il a lui aussi impacté la relation que l'élève peut avoir avec le savoir, et sa capacité et sa croyance à se sentir compétent. Par exemple, le fait de proposer aux élèves des situations qu'ils sont les seuls à réaliser, par exemple, l'enseignant demande à Julien de faire des jongles pendant que les autres sont en situation d'apprentissage, 2 par 2, nous semble non seulement renforcer leur sentiment d'incompétence, mais aussi d'exclusion. De même, mettre en place des contrats didactiques différenciés consistant à demander aux élèves en difficulté, dont Caroline par exemple, d'essayer de faire quelque chose, alors même que l'objectif annoncé est de construire l'attaque du terrain adverse en 3 touches de balle, risque là encore de conforter les croyances des élèves. Croyances selon lesquelles ils ne peuvent de toute façon pas faire grand-chose, et qu'il vaut mieux par conséquent qu'ils aient des objectifs peu ambitieux. On a alors une pédagogie différenciée qui est ségrégative. Les croyances de l'enseignant peuvent aussi être en cause. Elles renvoient à un phénomène de déresponsabilisation et par conséquent de protection de soi. À ce titre, les propos tenus par l'enseignant lors de l'entretien sur les élèves rendent compte de ce qu'il serait de l'ordre des choses, contre lequel il serait vain de vouloir intervenir. Ainsi, pour l'enseignant, si les élèves n'ont pas un potentiel physique suffisant, alors il n'est guère possible d'y remédier. Enfin, cela peut être croisé avec l'habitus sportif du professeur. On fera une vidéo plus détaillée sur ce phénomène en vous l'expliquant précisément, notamment en s'appuyant sur la thèse de Combazé-Wabian. Mais ici, dans le cadre de la construction de l'impuissance apprise, l'enseignant se rattache à son passé sportif, compétitif, d'affrontement qui organise consciemment ou inconsciemment ses leçons et qui peuvent être en décalage avec les aspirations et les envies de faire pratiquer les élèves. Tous les élèves ne veulent pas continuellement s'affronter, battre l'adversaire et se surpasser. Certains privilégient la coopération et l'accomplissement personnel, ce qui est donc antinomique avec la conception de l'enseignant. Donc finalement, il y a énormément de causes à effet qui ont été ciblées afin de montrer comment se construit l'échec en EPS. Désormais, on va passer sur un plan type afin de vous montrer comment mobiliser cette étude dans un devoir. Rien d'exhaustif, vous pourriez mettre d'autres idées, mais l'enjeu est de vous guider et d'illustrer nos propos. Dans un bloc de thèse, plutôt que de partir sur une partie qui mettra en évidence que l'erreur est une étape à l'apprentissage, ce que font la majorité des étudiants du CAPES, expliquez plutôt que l'erreur est une barrière au progrès.
notamment chez certains élèves, et que cela suppose de faire des choix didactiques pertinents, c'est-à-dire des situations où l'objectif est clairement identifié et délimité. Exemple en volleyball où on rend visible les modalités d'évolution de la situation d'affrontement et ce que les élèves vont obtenir à s'engager. Exemple, en 2 minutes, les élèves doivent réussir à faire 7 échanges au-dessus du filet. Quand c'est réussi, ils gagnent une vie. Au coup de sifflet, vous changez de partenaire. L'objectif ici est de réussir à avoir 6 vies sur 10 rotations. Et afin d'accentuer la relation avec le savoir, vous précisez que c'est une situation de coopération et que par conséquent la nature des trajectoires seront spécifiques, c'est-à-dire hautes, facilitantes, en cloche, comme dans une situation de match où il faut jouer avec ses partenaires. Le savoir est alors défini dans une situation qui est vraiment délimitée. Dans un bloc d'antithèse, vous pouvez montrer que l'activité de l'enseignant, qu'elle soit didactique ou régulatrice, n'est jamais neutre et elle nuit à l'apprentissage lorsqu'elle n'est pas réfléchie en amont. On a vu que la manière dont il va différencier le contrat didactique en excluant certains élèves pour viser un apprentissage technique est de nature à renforcer l'impuissance apprise. Vous pouvez alors illustrer l'idée des ligues. On a une équipe forte de Ligue 1 en volleyball qui sera interdépendante avec une équipe moins forte de Ligue 2. Et c'est le score total qui est important, ce qui suppose l'intérêt de s'encourager, se soutenir et parfois apprendre ensemble. L'équipe de Ligue 1 aide l'équipe de Ligue 2, car de toute façon leur score est en interdépendance, donc l'enjeu d'entraide mutuelle est au premier plan. Enfin, dans un bloc de synthèse, vous pourriez montrer que le rôle des échecs vécus en EPS est une pierre d'achoppement au bien-être, et à la pratique sur le long terme, et à l'envie de poursuivre l'activité physique en dehors de l'école. Et qu'un élève qui développe de l'impuissance apprise dans le cours d'EPS peut avoir des impacts négatifs dans les autres cours, car en effet, les relations avec ses camarades étaient négatives, donc cela a créé l'exclusion. Le regard des autres devient délicat et sort du cours de l'EPS pour venir contaminer négativement les autres disciplines d'enseignement. Bref, l'enjeu est d'essayer d'ouvrir le sujet, de montrer qu'il y a d'autres facettes à prendre en considération qui dépassent le simple apprentissage moteur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions autant par mail que sur notre groupe ou notre formation privée. On est bien évidemment à votre disposition. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.